Nasz kolejny prelegent Intervenant suivant nous présentera les règles de la civilisation européenne qui permettront à l'Europe d'arriver à la prospérité. C'est un grand théologue, philosophe, chrétien, professeur de sciences humaines, le père Tadeusz Guz. Wielce szanowni państwo Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, députés de la Diète polonaise, du Parlement européen, de l'Assemblée nationale, représentants de nos nations sœurs de l'Europe, chers amis, frères et sœurs de notre patrie, la Pologne, je voudrais vous remercier du fond du cœur. Premièrement, pour l'invitation qui m'a été faite à parler ici avec vous, pas en tant que politicien, parce que je ne suis pas politicien, mais je suis académicien, je suis universitaire, pardon, et homme d'église. Mais je dois dire que la tâche qui est la mienne est facile. Mes prédécesseurs, et ceux qui parleront après moi, disent tout. Ils ont déjà tout dit. Ceux qui parleront après le diront encore. Donc moi je me contenterai finalement de partager avec vous peut-être une synthèse des discours qui ont été faits. C'est pourquoi je voudrais vous proposer 7 points qui vont mettre en ordre tout le débat sur l'économie de l'Europe et du monde entier. Mais avant que je le fasse, je voudrais me référer à une phrase prononcée par un grand théoricien de l'économie, candidat au prix Nobel d'économie en son temps, à savoir Wilhelm Röpke, qui a dit « La mesure de l'économie n'est autre que l'homme. Et la mesure de l'homme, c'est Dieu. » Pour lui, Dieu, c'était Dieu incarné en Jésus de Nazareth. Alors voilà, c'est très synthétique, c'est presque un télégramme, mais étant donné le charme de cette rencontre, charme qui d'ailleurs est lié à la douleur. Pourquoi la douleur? Parce qu'on a peu de temps pour se parler, malheureusement. Que pourrait dire un philosophe en 15 minutes? Ce n'est pas facile. Donc, parlons peu, mais parlons bien. Première règle, elle est très simple. La règle de l'homme. C'est la première, au sens individuel. Et comme l'homme est dans son être également un animal social, eh bien, au sens social, il y a la règle des nations. Ce qui veut dire, messieurs, que ce n'est que lorsque l'on a un homme que l'on peut parler d'économie. Cela peut paraître paradoxal, mais je vous poserai la question suivante. Où encore avons-nous l'homme? Pourquoi je pose cette question? Parce que de ma position de philosophe moderne, la philosophie moderne, c'est les 5 derniers siècles, disons, il n'y a pas d'homme. Ce qui veut dire que si nos amis politiciens demandent à ce que les nations puissent être, eh bien je vous dirais que sans être de l'homme, il n'y a pas de nation. Les grandes tendances idéologiques ont brisé l'homme, ont brisé l'individu. Comment alors construire une économie sans avoir, à la lumière des sciences philosophiques du monde moderne, un être de l'homme? Mesdames et messieurs, l'homme a été réduit au statut d'objet. Le sujet est devenu objet. Un objet dont on fait absolument ce qu'on veut. Un objet que l'on peut instrumentaliser à loisir.
Un pays européen a été évoqué aujourd'hui, l'Allemagne, pour appeler un chat un chat. Bien sûr, nous aimons la nation allemande, mais jamais nous ne soutiendrons les processus de ces 5 derniers siècles, lors desquels nous avons vu des idéologues apparaître en Allemagne qui ont brisé l'homme, qui ont fait de l'homme que l'homme n'était plus une personne, que c'était un objet, une pièce. De l'âme de Hegel, par exemple, qui n'a pas sa propre subjectivité, qui n'a pas droit à son propre prénom, qui n'a pas droit à sa propre conscience, à sa propre raison, à sa propre mémoire, à son libre arbitre. De quel homme voulons-nous parler à ce moment-là? Et après, on s'étonne de voir aujourd'hui que les Allemands tentent un hégémonisme européen. Pourquoi? Mais parce que la philosophie allemande et l'économie est basée sur des préceptes faux. Des préceptes faux pour ce qui est de l'être humain. Parce que aucune des grandes tendances allemandes philosophiques ne traite l'homme comme un être humain. Au contraire, ce sont les tendances philosophiques qui n'accordent même pas le statut d'animal à l'homme. Ils placent l'animal au-dessus de l'homme. Chers amis, on parle d'une autre nation européenne maintenant? Si l'homme n'est même pas un animal, comment parler de nation? Comment parler d'économie? Comment parler d'une économie digne de l'homme si l'homme même n'a pas de dignité? C'est absurde. Le renouveau de l'économie et le renouveau de l'Europe ne seront possibles, ne pourront commencer que comme le catholicisme social l'a défini, c'est-à-dire que l'homme est absolument crucial. C'est le début de l'économie. L'économie doit être pour l'homme. L'homme doit être au cœur même de chaque opération économique. Et chers amis, l'homme doit être le but supérieur de l'économie. Et là, on aura une économie qui sera effectivement qui jouera le rôle qu'elle a joué. Maintenant, si on transporte le débat vers la sphère sociale, on pourrait dire la même chose sur la nation. Pourquoi est-ce qu'on nous parle? Pourquoi on n'a pas le droit de... On a parlé d'êtres humains d'une nation. D'ailleurs, en me préparant à cette rencontre, j'ai passé en revue les documents les plus importants de l'Union européenne, en commençant par celui du 17 mars 1994. Quelques pays, à savoir la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Irlande, sur les communautés d'outre-océan, qui ont déclaré une foi commune dans la dignité, la valeur de l'être humain et autres grands idéaux. J'ai passé ça en revue jusqu'au traité de Lisbonne, que d'ailleurs j'ai étudié en détail avant. Je dois dire que une idée de personne, l'idée de nation, telle que nous les attendons, nous, en tant que philosophes, en tant qu'idéologues, nulle part il n'est question de personne, d'humain, d'être ou de nation dans les documents officiels de l'Union européenne. De quoi parlons-nous? De quoi essayons-nous de parler si l'homme a disparu? Et si la nation? Parce que la richesse naturelle, c'est justement l'homme, la richesse de notre vieux continent. Et puis il y a la communauté des nations que nous créons. De quelle richesse économique pouvons-nous parler si nous perdons dans nos structures politiques, que nous appelons, disons pour peu l'Union européenne, les plus grandes richesses, que sont les hommes, les femmes et les nations? La deuxième règle, mesdames et messieurs, que j'appellerais la règle de rationalité, mémorativité. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bien cette règle, elle a multiples facettes. Elle résulte du fait que
que l'homme est un être spirituel. Et là, chers amis, ça signifie que l'homme est doué de raison. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute la dimension économique devrait être s'appuyer sur la raison. Mais quelle raison? La raison qu'on veut, parce que Hegel parle de raison, mais Marx parle de raison aussi, Engels aussi, les néo-marxistes de Francfort, de l'école de Francfort, eux aussi, ils n'ont que le mot raison à la bouche. Adolf Hitler parlait de raison, les partisans de la théorie du genre, ils parlent de raison. Mais alors, finalement, c'est quoi la raison? La raison de Cicéron, la raison droite, c'est absurde. Mesdames et messieurs, que Marx parle de raison sans avoir à sa disposition l'outil qui est la spiritualité. C'est ontologiquement nécessaire. Il part d'une position matérialiste. Comment parler de raison quand on est matérialiste? Évidemment, on ne peut pas construire une économie digne de l'homme sans la dimension spirituelle. C'est pourquoi, dans bien des aspects, mesdames et messieurs, vous avez parlé de crise. D'où elle vient cette crise? Parce que l'économie de l'Union européenne manque de raison. Il faut donc revenir, mesdames et messieurs, à la formation des Européens sur la base de ce grand patrimoine qui est celui de la raison, ce grand enseignement que les idéologies veulent nous prendre. Ce deuxième aspect, qu'est-ce que ça veut dire mémoratisme? L'homme en tant qu'être spirituel est libre de sa mémoire. Dans le sens où sa mémoire est libre. Ça lui permet d'avoir un libre arbitre subjectif. Ça veut dire que moi je peux dire je suis, je veux, j'agis, je fais de l'économie. Tout cela, ça résulte d'une chose, c'est que j'ai le pouvoir spirituel qu'on appelle la mémoire. Et vous voyez, pourquoi les nations européennes, pourquoi dans ce berceau de la science qu'est l'Europe, on vole la mémoire, le passé, l'histoire de la nation? Eh bien, parce que on veut nous priver, nous, Européens, et nos nations, de notre subjectivité, de notre possibilité d'être maître de notre destin. Venons-en, venons-en à la volonté, au libre arbitre. Là, le libre arbitre de l'homme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le libre arbitre de l'homme, c'est un autre pouvoir spirituel, un autre pouvoir de l'âme qui n'a rien à voir avec la matérialité de notre corps. Regardez dans quel piège on tombe. On est dans quel piège on fait tomber, on essaye de faire tomber nos nations. On nous parle de libre-échange, par exemple. Marché libre, libre-échange. Mais qu'est-ce que c'est le marché? C'est un endroit. C'est un endroit, c'est tout. Et elle est où la liberté? Eh bien, la liberté, elle est, mes chers amis, dans l'homme. Il n'y a pas de pupitre libre, de bureau libre, de plancher libre, de plafond libre. Non, la liberté, elle est assignée à l'être. Elle est partie constituante de l'homme, et c'est pourquoi il n'y a que des hommes que l'on peut dire qui sont libres, et pas d'un marché. Si on dit que les hommes sont libres, alors là, l'homme libre, ça ce sont des mots qui me plaisent, parce que ça c'est la liberté sur notre humanité et sur sa liberté. Par contre, la question du marché, le marché, il doit être, lui, régulé, assujetti à la dignité de l'homme. Ce n'est pas au marché de régner sur l'homme, mais à l'homme de gérer le marché. Le marché qui n'est qu'un endroit où ont lieu les échanges commerciaux divers et variés qui sont sa spécialité. Mais sinon, le reste, c'est dire que c'est le marché qui est libre, c'est de la dépersonnification de l'homme et de la personnification du marché. Et ça, c'est complètement absurde. C'est pourquoi ce qu'ont dit mes prédécesseurs, le marché a besoin
d'être régulé. L'État doit réguler le marché. C'est vrai. Qu'est-ce que le droit? Quel est le cœur du droit? C'est le droit naturel. Et qu'est-ce que le droit naturel, chers amis? Eh bien, c'est une chose. C'est que mon esprit humain, ma raison, participe à l'ordre divin du monde. Ma raison humaine, quelle que soit ma foi, ma race, ma culture, mon origine, mon diplôme ou mon absence de diplôme. Ma raison, elle lit le décalogue qui est le cœur du droit naturel. Si ça n'est pas exhaustif, tout n'est pas dans le décalogue, on peut ajouter certaines choses, ajouter ce que Robert Schuman, d'ailleurs ce à quoi Robert Schuman faisait référence, je veux dire maintenant, à savoir que le summum du droit, c'est aimer son prochain comme un frère ou une sœur, quelle que soit son identité, ses points de vue, ses talents, ou son absence de talent, ou son absence de point de vue, son continent, sa religion. Il est cet autre mon frère parce qu'il est humain, ou ma sœur. Et c'est ça qui nous donne la base du droit, d'un droit compris de telle manière qu'il va effectivement protéger chacune et chacun. Or, vous voyez maintenant quels sont les paradoxes. Parce que les gouvernements, dans leur immense mansuétude et leur immense intelligence, la Belgique, les Pays-Bas ou la République française, veulent faire que veulent pratiquer l'euthanasie sur les gens qui ne sont pas productifs. Mais l'euthanasie, mais ça, c'est le national-socialisme hitlérien, c'est le Troisième Reich, l'euthanasie. Et que cela reste leur apanage. Nous, Union européenne, nous avons à être les continuateurs de l'idéologie nazie, c'est complètement absurde. Disons non. Parce que ça, c'est une violation du droit naturel le plus strict. La vie humaine est sainte. Nous, en faisant cela, nous foulons du pied la base même de l'humanité. Car la vie humaine est ce qu'il y a absolument central. Et puis je parlais de subsidiarité. Qui a découvert la subsidiarité? Eh bien, Polska zmagała się z komunizmem. de Varsovie, à l'époque où la Pologne se battait contre le communisme. Varsovie était l'un des fers de lance de cette lutte. Elle se battait pour l'Europe, pas seulement pour la Pologne, parce que le bolchevisme était une tentative d'envahir l'Europe et le monde entier, l'Europe d'abord. Et la Pologne s'est mise sur la route de l'Union soviétique et a défendu l'Europe. Et Pie XII, pape, a formulé référence à Léon XIII. Il a écrit, il a formulé une règle qu'on appelle la subsidiarité aujourd'hui. En polonais, c'est subsidiarność ou pomocniczość. On a le choix, mais en français, c'est subsidiarité. Ça veut dire que même quand quelqu'un est très proche, quelqu'un de notre famille, il a sa subjectivité, il a sa vie, il a un jardin dans lequel je n'ai pas le droit d'ingérence. Et la subsidiarité, c'est ça. C'est que les Allemands n'ont pas le droit de s'occuper du linge sale de la Pologne. On a quand même des choses qui sont à nous. Je dis la Pologne, ça concerne évidemment les autres pays européens. Pourquoi? Parce que la règle de subsidiarité protège les nations européennes. Personne n'a à mettre son nez dans nos affaires. C'est Dieu lui-même ne met pas son nez dans certaines affaires. Quand les choses restent dans l'escarcelle de l'être humain, Dieu ne s'en mêle pas. Pourquoi est-ce qu'on a affaire à une crise économique dans l'Union et pas seulement l'Union européenne? Parce que cette règle de subsidiarité n'est pas respectée. I następna piąta zasada solidarności. La solidarité, qui est constitutive de la règle de subsidiarité.
Parce que la règle de solidarité signifie que l'individu, la communauté, la société, la nation, l'ensemble des nations doivent s'entraider en tant qu'entité, en tant que... Mais dans quel moment? Quand il y en a un, quand il y en a une, qui ne s'en sort pas tout seul ou toute seule. Un individu ou une nation qui dit « aidez-moi, j'y arrive pas ». Et là, oui. Mais l'absurde maintenant, c'est que l'Allemagne accuse publiquement le gouvernement polonais de ne pas être solidaire pour ce qui est de la crise des migrants. Alors que, de fait, quelle est l'attitude des Allemands pour ce qui est des contrats commerciaux avec l'Allemagne, avec la Russie, pardon. Le Nord Stream, c'est une négation flagrante et insolente de la solidarité la plus minimale envers la Pologne et les autres États européens. Si on traite comme ça, si on fait un poids de mesure, si la solidarité c'est quand ça m'arrange mais pas quand ça m'arrange pas, si la solidarité c'est être solidaire des Allemands, si les Polonais doivent être solidaires des Allemands mais que ça ne marche pas dans l'autre sens, il n'y aura pas de solidarité, ça ne peut pas marcher comme ça. Alors soit les Allemands se taisent, l'ancien chancelier Gerhard Schröder fait carrière chez Gazprom par exemple maintenant, c'est une parodie de solidarité, ça n'a rien à voir avec une vraie solidarité. Je vais vous consoler un peu. L'avant-dernière règle, l'économie, chers amis. L'économie, comme chaque activité humaine, douée de raison, libre, ne peut avoir comme but que le bien d'autrui et de soi-même, le bien privé et le bien commun, dans le désordre. Et on remarque ici que les bases, dans les bases mêmes, on a éliminé l'homme, on a éliminé les nations, qui sont absentes de la philosophie moderne. C'est pourquoi on ne parle pas, c'est pourquoi on voudrait nous faire oublier ces biens-là. Aristote nous a appris que quand l'homme rate la cause finale, tout s'écroule. L'économie, entre autres. Il ne le disait pas, mais je l'ajoute. Une économie qui oublie le bien spirituel et matériel de l'homme, le bien matériel et spirituel de l'homme est anti-économique. Et l'instrument ne pourrait être qu'un instrument de la destruction de l'Europe et des individus, c'est-à-dire des Européens. Dernière règle, chers amis, pour construire une grande économie, pour que l'homme soit au cœur de cette économie un sujet, un objectif et le centre, pour que l'économie œuvre à son bien, nous avons besoin de critères clairs, pas des critères à la Kant ou à la Hegel, ou les encyclopédistes français comme Voltaire, qui correspondaient d'ailleurs avec les penseurs prusses, ou Marx, ou Engels, ou Adorno, ou d'autres, ou les idéologues nazis. Nous avons besoin d'un critère absolu, à savoir quelque chose qu'on peut appeler que Dieu. Le Dieu chrétien, le Dieu biblique. Ce Dieu-là, parce que ce Dieu-là est créateur de l'univers, de chaque homme, de chaque femme, de toutes les nations. C'est pourquoi vous tous, parlez de dignité humaine, parlez de rendre à l'homme sa place dans l'économie, la place qui est la sienne. Vous parlez de rendre aux nations la place qui devrait être la leur, en Europe et dans le monde. Eh bien, vous tous, vous parlez en fait du retour du Dieu, du chrétien. C'est cela que vous mettez en avant, à tous les niveaux de l'existence. Berceau des sciences et berceau de la sainteté. Et c'est ce dont je voudrais vous remercier du fond du cœur, en m'approchant de la fin. Je vais citer Robert Schuman, qui a écrit dans son œuvre pour l'Europe, je vais le citer,
La chrétienté, le christianisme, nous a appris l'égalité entre tous les êtres. Enfants sauvés par le même Dieu, par ce même Christ, sans aucune différence de race, de classe sociale, de classe professionnelle. C'est lui qui nous a permis de reconnaître la dignité du travail et les devoirs de chacun. S'aider les uns les autres, reconnaître la priorité des valeurs spirituelles qui sont les seules à pouvoir donner la noblesse à l'homme. L'amour d'autrui, la miséricorde, ce qui fait de chaque homme, de chaque femme, notre prochain. Et c'est sur ce droit naturel que s'appuient les droits que nous écrivons. Chaque nation européenne, chaque Européen a été créé par un même Dieu. Et ce n'est que la fidélité à ce Dieu et l'amour de ce Dieu qui pourront construire une grande maison commune qui ne sera pas qu'une histoire d'économie, mais une histoire d'humanité avant tout, dans une dimension individuelle et nationale, de manière à caresser le doux espoir de voir un jour arriver un monde dans lequel nous, individus européens, nous, nations européennes, nous rencontrons aux cieux, au banquet de Dieu le Père, en dehors de l'espace-temps, pour débattre éternellement. Et je suis sûr que ce débat est possible ici sur notre terre polonaise et catholique, dans cette belle mine de sel de Wieliczka. Je suis certain que ce rêve qui est dans tous les cœurs sera réalisé à 100%, et même plus. Je vous souhaite bien du courage, je remarque chez vous beaucoup de courage et je vous en remercie.